Et si on vous disait que la gestion de risque, la vraie, celle des pros, ce n'était pas qu'une histoire de maths compliquée, mais plutôt d'architecture? C'est l'idée qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Comment les institutionnels construisent de véritables forteresses financières, bien plus que de simples tableurs, pour faire face à tout ce que le marché peut leur envoyer. La question qui va nous suivre tout au long de cette analyse est donc assez directe. Face au risque, est-on plutôt un calculateur ou un architecte? On va voir que la différence entre les deux, elle est fondamentale. D'un côté, on a le calculateur. Lui, il applique ses formules, il suit ses modèles, en partant du principe que le monde est à peu près normal. De l'autre, il y a l'architecte. Lui, il se pose les bonnes questions. Il se prépare à l'improbable, à l'extrême. Et son but, c'est de construire des systèmes qui tiennent debout, même dans la pire des tempêtes. C'est cette deuxième approche qui, dans le monde réel, fait toute la différence. Alors, le premier pilier pour un architecte, c'est de s'assurer qu'on mesure la bonne chose. Parce que si on ne voit pas le vrai danger, comment s'en protéger? Tout commence donc avec le choix des bons outils. L'outil le plus connu, c'est la VAR, la Value at Risk. L'idée est simple. Elle essaye de répondre à la question « Ok, à 95% de certitude, quelle est la perte maximale que je peux subir demain ?» C'est pratique, ça donne un seul chiffre, facile à comprendre. Mais voilà le problème, et il est énorme. La VAR, elle vous dit où la zone de danger commence, mais elle est complètement aveugle à ce qui se passe une fois qu'on a franchi cette ligne. Elle ne dit rien sur l'ampleur de la catastrophe qui peut se cacher juste derrière. Et c'est là qu'intervient l'outil de l'architecte. La CVAR, ou Conditional Value at Risk. Elle pose la vraie question. Ok, dans les 5% de cas les plus terribles, ce que la VAR ignore, à quelle perte moyenne est-ce que je dois m'attendre? On ne veut plus seulement savoir où est le précipice, on veut savoir quelle est sa profondeur. D'ailleurs, la CVR est tellement plus pertinente que même les régulateurs s'y sont mis. Les réglementations bancaires comme BAL 3 obligent maintenant les banques à l'utiliser. C'est bien la preuve que, dans le monde pro, mesurer la véritable taille du désastre, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Bon, maintenant parlons un peu de survie. On va se pencher sur un concept absolument central, le drawdown, la perte maximale. C'est une notion clé pour comprendre pourquoi l'obsession numéro 1 d'un architecte, c'est d'éviter les grosses pertes. Le drawdown, ce n'est pas juste un chiffre de volatilité à un instant T. Non, c'est le film de la pire descente aux enfers d'un capital, mesuré du point le plus haut jusqu'au point le plus bas. C'est une mesure qui fait mal autant mathématiquement que psychologiquement. Et voici pourquoi c'est si important. Regardez cette asymétrie. C'est brutal. Pour une perte de 10%, il faut faire 11% de gain pour revenir à zéro. Bon. Pour moins 20%, il faut déjà faire plus 25%. Ça se corse. Et pour une perte de 50%, Eh bien, il faut faire 100% de performance. Il faut littéralement doubler son capital, juste pour revenir à la case départ. Voilà. Ce chiffre, c'est la raison d'être de l'architecte du risque. La règle d'or, c'est avant de chercher à gagner, il faut s'assurer de ne pas trop perdre. Chez les professionnels, cette idée est une véritable obsession. Les limites de drawdown sont gravées dans le marbre. Pour beaucoup de fonds, une perte de 10 ou 15%, c'est la limite absolue, le signal d'alarme ultime. Pour un trader en salle de marché, parfois, c'est juste 6%, et on coupe tout. Alors, comment font-ils pour se protéger? Une des techniques clés, c'est ce qu'on appelle le ciblage de volatilité. L'idée est assez intuitive. Quand les marchés deviennent nerveux et risqués, on réduit la voilure, on baisse son exposition. Quand tout se calme, on peut se permettre d'en reprendre un peu. Le but est de garder un niveau de risque constant, peu importe l'humeur du marché. On a vu comment mesurer le risque, on a vu pourquoi il faut s'en protéger. Maintenant, passons à l'action. Comment est-ce qu'un architecte met en place une discipline de fer au quotidien? Tout est une question de règles d'engagement. La base de tout, le fondement de la discipline, c'est le risque par opération. Avant même de cliquer sur le bouton « Acheter » ou « Vendre », la question est déjà tranchée. Combien suis-je prêt à perdre au maximum sur cette idée? C'est ça, le dimensionnement de position. Et la norme dans le milieu, c'est la fameuse règle des 1 à 2%. Pourquoi? Parce qu'en ne risquant que 1% de son capital par transaction, on peut encaisser une longue, très longue série de pertes sans être anéanti. Aller au-delà de 5% sur un seul pari, c'est tout simplement jouer avec le feu, sur le plan mathématique. Et un bon système d'architecte, il se protège tout seul. On ne se contente pas de subir les pertes, on réagit. À mesure que le capital baisse, le risque qu'on prend sur chaque nouvelle opération diminue automatiquement. La règle est simple, on ne rajoute jamais de risque sur un système qui est en train de perdre. Au contraire, on coupe l'exposition. Et puis, il y a le dernier rempart, le coupe-circuit, une limite de perte par jour. Après 2, peut-être 3 échecs d'affilée, c'est fini. On éteint l'ordinateur. Ça évite de tomber dans le piège psychologique du revenge trading, où on essaye de se refaire en prenant des risques complètement fous dictés par l'émotion. D'accord, donc on a une belle architecture, avec de bonnes règles. Mais comment être sûr qu'elle va tenir le choc? Il faut la tester. Et pas n'importe comment. Il faut la tester contre des crises qui ne sont même pas encore arrivées.
C'est la grande erreur du calculateur. Il se base uniquement sur les données du passé. Le problème, c'est que ça ne prépare qu'à la dernière guerre. Ça ne prépare pas à la prochaine, qui, par définition, sera différente. L'approche de l'architecte est beaucoup plus complète. D'abord, bien sûr, on analyse le passé, les crises de 2008, de 2020. Ensuite, on entre dans le monde stochastique. On simule des milliers et des milliers de futurs possibles, y compris des scénarios bien pires que tout ce qu'on a connu. Et enfin, on construit des scénarios très concrets, basés sur le contexte économique du moment. Et le but de tout ça, c'est de trouver une stratégie qui performe bien dans ces trois mondes à la fois. Si l'analyse historique, les milliers de simulations et les scénarios actuels pointent tous dans la même direction, alors là, on tient quelque chose de vraiment, vraiment robuste. Pour résumer, les principes de l'architecte du risque sont finalement assez clairs. Il faut mesurer le vrai danger avec la CVAR, donner la priorité absolue à la survie en limitant les drawdowns, avoir une discipline de fer avec la règle des 1-2%, réduire le risque quand ça va mal, tester sa stratégie pour l'inconnu, et par-dessus tout, suivre son plan. Toujours, la discipline est bien plus précieuse que la conviction. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. Dans nos propres décisions, est-ce qu'on adopte cette posture d'architecte en essayant de bâtir un système solide pour l'avenir, quel qu'il soit? Ou est-ce qu'on reste de simples calculateurs, en croisant les doigts pour que le futur ressemble au passé?